Rendre à la France sa souveraineté et à son peuple la possibilité de décider, c'est le projet politique de l'avocat et écrivain Juan Branco pour la présidentielle 2027. Il débat sur Sud Radio avec André Berkoff. On va peut-être commencer justement par le « Ah, ça ira », parce que vous aussi, vous avez envie de, je dirais pas révolutionner, mais oui, changer le système, quelque part. C'est très clair que là, on est à un moment de... C'est plus une crise démocratique, on est à la veille d'un effondrement systémique, en fait. Parce que, vous voyez, on l'a vu avec la crise des agriculteurs cette semaine sur la DNC. En réalité, on avait un gouvernement qui était complètement tenu par ses engagements européens sur la classification de la maladie, sur le fait que s'il y avait une vaccination générale, tout de suite, ça rendait le cheptel non indemne et donc ça lui fermait la porte aux exportations. Bref, toute une série de règles sur lesquelles ils ne peuvent rien faire. Et donc, eux, ils aiment bien donner l'impression qu'ils ont le pouvoir aujourd'hui. Donc, ils font mine de pouvoir faire des choses, mais de décider de ne pas les faire ou l'inverse. Et en réalité, on voit bien que si on ne sort pas de ce système, si on ne sort pas à la fois de l'Union européenne et éventuellement de l'euro, et en toutes circonstances, si on ne redonne pas au peuple la possibilité de décider, notamment dans des moments comme celui-ci où il n'y a plus de majorité, où le Parlement est complètement effondré, on se retrouve avec une montée des colères très légitimes, avec une résistance à l'égard de ces méthodes barbares, parce que ce à quoi on assistait, c'est à la prise de pouvoir par la bureaucratie. C'est tout d'un coup la bureaucratie, puisqu'il n'y a plus de gouvernement aujourd'hui, en réalité, elle voit des cases, elle les coche, et qu'importe si on a des bétails, des cheptels entiers qui sont massacrés, oui, parce que sans justification. Pour une vache, une maladie dont elle n'est pas transmissible à l'homme et elle est contagieuse, on tue tout le cheptel. C'est ça, par peur, en fait, pas tant par peur d'une contamination générale, parce que de toute façon, si ça intervient, ça deviendra endémique. C'est une maladie qui, dans les États ou alors... Donc, en fait, c'est simplement lié à la peur de ce que telle réglementation ne soit plus respectée, que ça entraîne telle conséquence réglementaire et qu'il finit, en fait, toute la filière soit bloquée. C'est pour ça que la FNSEA est pour l'abattage, contrairement, en fait, à l'ensemble des autres syndicats. Que vous voyez, c'est intéressant, elle a quitté, alors, c'est peut-être une posture, même la FNSEA a quitté la table des négociations. Ouais, c'est dire, on en est là. Mais c'est pour dire où on en est. Mais alors, justement, on voit très très bien, on a suivi toutes les séquences, vous les avez suivies comme moi, comme nous, le Covid, le climat, la guerre en Ukraine, le Moyen-Orient, etc., etc. Bien. Et puis vous n'êtes pas que ici, vous voyagez, mais au fond, ce système-là, il ne tient plus. Mais alors, on dit toujours, oui, c'est très joli, mais on le remplace par quoi? Oui, mais là, nous, on a beaucoup... C'est pour ça qu'on a fait ce projet qui a quand même plus de 300 propositions vraiment détaillées, avec le point principal, c'est quoi? C'est qu'on change de régime politique. C'est-à-dire qu'on rend la possibilité au peuple, comme en Suisse, de décider par lui-même quand il le souhaite, et pas quand on décide qu'il le devrait. Ça, c'est quand même un point fondamental. La possibilité d'avoir des référendums d'initiative citoyenne, on appelle ça, des RIC, et des mandats impératifs et révocatoires. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous vous rendez compte qu'on vous a trompé sur la marchandise, qui a été le cas avec Emmanuel Macron, eh bien, on décide de passer à une autre, de le sortir de la situation à laquelle il était, en amont du délai qui avait été fixé par le système électoral classique. Il y a les référendums sur l'OTAN, qui est quand même le grand enjeu de notre temps, c'est la guerre. D'accord ? Parce qu'on a des dirigeants qui veulent nous amener à la guerre et qui, pour des raisons qui leur appartiennent, peut-être, on peut spéculer, parce qu'ils n'ont pas de légitimité démocratique, ça expliquerait pourquoi Macron s'est allié au chef d'État allemand, enfin au chef de gouvernement allemand et anglais, qui sont les trois dirigeants les plus fragiles en Europe, pour essayer de continuer une guerre que tout le monde souhaite arrêter. Il faut qu'on mesure l'importance et la gravité de ce qui est en train de se passer, parce que les Français ont peut-être l'impression que c'est encore distant, loin. On l'a vu il y a quelques jours avec les premières sanctions qui ont été prises contre un Français, un citoyen français qui ne peut plus rentrer sur le territoire du fait de ses propos qui sont considérés comme pro-russes. Donc c'est important quand même qu'on se rende compte que c'est une décision qui est prise au niveau du Conseil de l'Union européenne par les ministres des Affaires étrangères, en l'occurrence le français, M. Barrot, sans aucun contrôle judiciaire. Mais c'est plus important, donc il n'y a pas de magistrat qui décide si quelqu'un ne peut plus rentrer voir sa famille, ainsi de suite. Mais c'est également sans contradictoire préalable. Et moi qui défends des personnes qui ont été sanctionnées auparavant, notamment Nathalie Yamb, je peux vous dire que le processus judiciaire postérieur, mené par le tribunal de l'Union européenne, qui considère que c'est de la politique étrangère, donc c'est un contrôle vraiment à minima, prend des mois, voire des années, et a un résultat quasi incertain, c'est-à-dire qu'il y a en gros 5 levées de sanctions pour plus de 300 personnes sanctionnées sur ce. C'est que si vous acceptez qu'un gouvernement qui est minoritaire au sein du système parlementaire, lui-même complètement décrédibilisé auprès de la population, peut, sur une décision qui lui appartient avec ses autres correspondants européens, décider d'imposer des sanctions qui sont plus graves, quelque part, que des sanctions pénales, parce qu'il s'agit quand même de vous condamner à une forme d'exil, sans aucun contrôle judiciaire, je veux dire, si ça devient possible sur la simple expression d'idées. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la seule chose... Il n'y a aucune preuve non, mais il n'y en aura jamais parce qu'ils ne prennent appui que sur des sources publiques. C'est-à-dire que c'est l'autre bizarrerie construite par l'Union européenne. Ils ne peuvent prendre appui que sur des articles, donc sur des on-dit, des rumeurs. Je veux dire, c'est pas tant l'affaire de cette personne en particulier qui compte. C'est la possibilité tout d'un coup, pour des dirigeants qui n'ont plus de légitimité démocratique, d'imposer des sanctions qui, normalement, ne devraient être le fait que du seul juge. Et on voit de façon générale comment on est en train de mettre à bas complètement l'état de droit, qui est censé être celui qui est légitime.
le conflit avec la Russie. C'est-à-dire qu'on est dans un paradoxe absolument incompréhensible si on ne comprend pas qu'en réalité l'Union européenne se comportait comme, en gros, l'agent d'impérialisme américain pendant une période, et aujourd'hui essaie de s'en autonomiser pour continuer à subsister malgré le détachement des États-Unis. L'Amérique nous a lâchés, on va faire la guerre tout seul. Voilà. Pourquoi ? Parce que toutes ces structures de pouvoir risquent de perdre leur sens, et donc elles cherchent à persister, y compris contre l'intérêt des populations. Donc il faut que nous, on mette un frein très rapidement, parce que l'Union européenne, c'est pas une question idéologique, contrairement à ce que beaucoup pensent. C'est une question d'efficacité, de capacité de l'Union européenne à gérer des crises comme celle à laquelle on est confronté. On en parlait sur la question des douanes, les tarifs douaniers qui nous sont imposés par les États-Unis. On aurait dû pouvoir y répliquer immédiatement. Et n'importe quel État souverain aurait pu immédiatement répondre, et c'est ce qui s'est passé en Chine, ce qui s'est passé... Sauf qu'il n'y a pas d'État européen. Voilà. Et donc le temps de prendre une décision nous met en position... C'est des mois qui sont dont il est tiré profit par l'adversaire pour, entre-temps, nous écraser, de sorte que l'on est de ceux qui se sont le moins bien tirés dans la guerre douanière qu'a menée M. Trump à l'échelle mondiale, alors que l'on est encore, puis pour très longtemps, une grande puissance. Donc vous voyez, de façon générale, notre tempo politique, il est affecté par l'existence de cette Union européenne, ce qui fait que quand on est président de la République au pouvoir, on est obligé de composer tout de suite avec le Parlement européen, des élections qui vont avoir lieu 2 ans plus tard, mais aussi, et c'est aussi ce qu'on propose à l'échelle des collectivités locales. Vous êtes pour la sortie de l'Union européenne ? Moi, je pense qu'il faut rendre la parole aux Français, parce qu'on l'a lui volé en 2005, ça c'est le premier point. Il faut leur rendre, il faut rendre ça, et moi je pense qu'il faut se préparer à une sortie de l'Union européenne qui est inefficace, bureaucratique, et qui propose une idéologie qui ne correspond plus à celle qui est celle de la majorité des Français. Je suis un enfant de l'Europe. Je suis né en Espagne, d'un père portugais, élevé en France. Donc, il ne s'agit pas d'être contre l'Europe. Mais quand on a un monstre bureaucratique qui, en fait, n'arrive plus à résoudre les problématiques françaises. Et l'autre élément, c'est qu'on ne peut pas être dans une négation de l'identité des peuples. Vous voyez, cette idée que la nation n'existerait pas, qu'il n'y aurait pas des différences culturelles, qu'il y aurait un grand ensemble homogène dont la seule caractéristique commune, ce serait quoi ? Le marché ? C'est-à-dire le fait qu'en gros, une sorte d'asservissement capitaliste à des puissances étrangères, aux États-Unis. Non, il faut rompre on a fait tout l'Europe du marché, jusqu'ici. Oui. Voilà, c'est ça. Et c'est comme disait Jean-Luc Godard, un très grand réalisateur, il disait oui, l'Europe est née avec le charbon et l'acier, 50 ans plus tard on n'a ni charbon ni acier, donc il faudrait peut-être s'interroger sur l'efficacité de c'est évidemment une boutade, mais... C'est le pélican, ses ailes de géant l'empêchent de marcher en plus. Et puis après elle finit par dévorer ses enfants, si on suit Baudelaire. Qu'est-ce qui fait, Juan Branco, quand même, que vous voulez vous présenter, c'est-à-dire que, bon, on peut dire, ok, vous avez des gens qui vous suivent, vous avez beaucoup de gens qui vous suivent, etc. Enfin, vous connaissez, il y a aujourd'hui, on est encore à 1 an et demi de mai 2027, un peu plus, et il y a déjà 35 candidatures. Et vous savez très très bien le chemin, le parcours du combattant qu'il y a à faire. Qu'est-ce qui fait que vous dites, bon, moi, je vais y aller? Pourquoi? Nous, on a commencé le chemin il y a 1 an, quand il n'y en avait qu'une. D'ailleurs, une journaliste du Monde était venue me voir pour faire un papier sur notre candidature, qui a évidemment été censurée par la direction de la rédaction. Elle m'avait dit, et je lui avais demandé, mais pourquoi vous venez de nous voir? Parce que on avait eu un impact immense sur les réseaux sociaux, mais dans l'espace institutionnel, on cherchait pas forcément une attention à ce moment-là. Elle me dit, parce que vous êtes le seul avec Édouard Philippe à vous être candidat. Moi, j'étais même pas au courant qu'Édouard Philippe l'avait annoncé à ce moment-là, c'est dire. Et donc, entre-temps, il y a eu une sorte d'effet boule de neige, parce qu'ils sont un peu plus lents que nous, mais ils se sont quand même rendus compte qu'en réalité, il y avait un espace d'effondrement potentiel et qu'il fallait quelque part proposer des solutions. Nous, on a créé une plateforme collaborative, ce projet dont vous parlez en est issu. 25 000 personnes y ont contribué et ont apporté, parce que vous voyez maintenant aujourd'hui... Ça fait combien de temps que vous l'avez lancé? Ça fait 1 an. En fait, il y a une maturation de ce travail. On lance aujourd'hui le site qui s'appelle ruche.org qui permet de s'inscrire. Si les gens veulent voir le projet, le lire... C'est ça, s'inscrire, participer, contribuer, participer aux ruches locales dans chaque département. Donc on a aujourd'hui 70 ruches départementales. Vous voyez, Dominique de Villepin arrive là et il dit j'ai 50 000 adhérents. C'est des gens qui sont inscrits à une newsletter. Nous, on a tout de suite offert un rôle aux gens. C'est-à-dire on leur a permis de contribuer, de participer, de s'impliquer et surtout de nous dire sur l'agriculture, sur l'éducation, en tant que professeur, en tant qu'agriculteur dans un GIEC ou tout seul, quelles étaient les problématiques auxquelles ils étaient confrontés, de faire des propositions et d'affiner. On pose 3 questions aux gens qui viennent à chaque fois. Qu'est-ce que vous auriez rêvé de faire dans la société ? Premier point. Qu'est-ce qui vous en a empêché? À chacun, vous dites à chacun. Ouais. Qu'est-ce qui vous en a empêché et qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que cela soit possible, si ce n'est pour vous, pour ceux qui vous suivront. Et comment on accorde ça ensuite avec le fait que on peut pas satisfaire les désirs de tout le monde. Et en fait, ça amène chacun on part d'une démarche contestataire. C'est ce que vous auriez presque pu me reprocher au début de cet entretien, de dire oui, tout va mal. Oui, en effet, tout le monde dit que tout va mal parce qu'en effet, tout va mal. Donc, on accroche les gens qui viennent en s'en plaignant. Et après, on leur dit, bon d'accord, mais comment est-ce qu'on accouple ça avec les contraintes
d'un pays qui a tant de ressources, qui a par exemple sur la sortie de l'euro, qui est un point très, je réfléchis avec des économistes un peu alternatifs. Je pense qu'il faut vraiment l'envisager sérieusement. Mais comment vous l'envisagez? Parce que c'est très complexe quand même cette mesure. Les derniers plans qui ont été pensés pour la sortie de l'euro datent de 2013-2014. C'est le dernier moment où les économistes s'y sont penchés, c'était après la crise grecque, enfin en pleine crise grecque de la dette. Donc on avait vraiment réfléchi au cas où tout ça s'effondrait. Et en réalité, à l'époque, on avait encore 17-18% d'industrie dans le PIB. Aujourd'hui, on en est à 11-12. Vous imaginez en 10 ans la violence de la... Et donc, plus ça baisse, plus c'est difficile de sortir, parce qu'en réalité là on vit parce qu'on dépend d'eux, voilà, et on dépense de l'argent qu'on a pu, donc pour acheter à l'étranger ce qu'on produit plus, donc à chaque fois l'effort et donc la dévaluation qu'il va falloir mettre, qui était peut-être de 20-30%, maintenant c'est 45%. Est-ce que c'est possible et supportable, et quelles mesures on prendrait pour que les Français se retrouvent pas tout d'un coup sans habits ou sans capacité à se chauffer, ainsi de suite, parce que c'est ça la question de la politique monétaire. On se plaint beaucoup d'un système qui est en train de s'effriter. Parce que justement les gens vous disent après le franc il va valoir rien du tout, et on va faire comment? Oui, sauf que le franc n'a jamais rien valu, il faut arrêter avec ça. C'est-à-dire qu'on a une puissance économique réelle, et la question c'est comment est-ce qu'on s'assure qu'on vit aussi au niveau de cette puissance, et comment on fait que toutes les zones qui ont été dévastées par la désindustrialisation, que ce soit la perte du textile qui maintenant est fabriqué par des esclaves au Bangladesh, on va devoir rapatrier ça. Ça va coûter un peu plus cher, mais on va avoir plus d'emplois. Donc, mais c'est extraordinairement compliqué comme paramètre. On n'est pas en train de vous dire que c'est une solution miracle. Et il va falloir qu'on organise un débat autour de ces questions dans les 6 mois de mon élection, pour s'assurer que si on prend cette décision, on le fait en conscience tous. C'est-à-dire qu'on va perdre des privilèges qu'on avait. Juan Branco, il y a l'économie, il y a l'euro, évidemment on ne va pas résoudre ça là, et puis effectivement comme vous dites, il y a 1 an et demi, mais quel est l'autre pôle le plus important pour vous? Moi je pense il faut une simplification bureaucratique et impositive. Il y a 300 taxes, on a vraiment fait la liste de chacune, 300 taxes qui peuvent être supprimées, parce que soit elles coûtent plus cher. 300 taxes. Taxes et impôts. Soit ils coûtent plus cher à collecter que ce qu'ils apportent effectivement, soit de toute façon ça crée une lourdeur bureaucratique, et là on voit avec les débats budgétaires, c'est le concours Lépine, c'est-à-dire qu'ils en rajoutent, pas forcément pour alourdir la facture d'ensemble, mais ça crée une complexité pour n'importe quelle personne. Solution Milei, afuera. On sort, pas tant sur... Moi je pense qu'il faut réduire la part de la lourdeur bureaucratique et administrative, et la part de la taxation et de l'impositif général, pour tout le monde, à commencer par les classes moyennes, mais après du coup il faut savoir ce qu'on retire. On va pas prétendre qu'il y a une solution miracle où on gagne tout et on ne perd rien. Donc nous on propose là, en fait on en est à la 8e version de ce projet, c'est vous dire, c'est itératif. On agglomère les propositions, on renvoie. Puis vous corrigez au fur et à mesure. Et bien sûr, et on a des doctorants en économie, de polytechnique, de je sais pas quoi, qui nous aident et qui disent là cette proposition qui fait l'unanimité parmi les 25 000 abeilles, ça va créer telle dépense. Donc telle dépense, il faut l'ajouter au budget, il faut voir après qu'est-ce qu'on retire, et on équilibre au fur et à mesure de cette façon. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut alléger. Il faut alléger à la fois, parce que c'est aussi presque une question spirituelle. Quand on est salarié, c'est vrai, une majorité de la population active aujourd'hui, on s'en rend pas forcément compte. Mais la violence et la lourdeur qu'il y a à gérer, créer des ressources dans ce pays, c'est quelque chose qui est assez difficile à les normes, la bureaucratie, etc. Mais alors justement, on va en parler, on va continuer d'en parler, mais... Les ruches et les abeilles, c'est pour le miel. Comment? Alors le miel, ça doit attirer, parce que le miel, c'est très bon. Aussi. Bien sûr, il faut polliniser aussi. Et puis voilà, il faut polliniser. Vaste programme. Juste une chose. Au fond, comment ramener, parce que ça fait partie complètement des choses, ramener une partie du peuple, je dis pas que tout le monde, mais enfin une grosse partie du peuple, ne croit plus en politique. Vous le savez très bien. C'est-à-dire qu'ils ont une méfiance totale, qui peut se justifier, d'ailleurs droite et gauche confondues, avec ce qu'ils ont entendu pendant 40 ans. C'est pas Macron, là. C'est bien avant Macron, y compris Macron. Et là, ils se disent, mais c'est fini, nous, pourquoi on va s'intéresser à X, Y ou Z? Et là, ils ont raison, et nous, on ne leur appelle pas à croire, ni a fortiori à se soumettre, on les appelle à participer. C'est-à-dire, on les appelle à en faire leur projet eux-mêmes. Vous savez, jusqu'ici, la seule démocratie participative, entre guillemets, qu'on proposait aux Français, c'était, on va te laisser le choix de la personne qui va te diriger. Y compris lors des primaires citoyennes, tout ça. Là, ça n'a rien à voir. C'est vraiment une base programmatique qu'on construit ensemble et qu'ensuite on va faire porter, en l'occurrence pas par moi, parce que je suis celui qui a le plus accès à l'espace institutionnel médiatique, mais peu à peu avec des porte-paroles régionaux qui vont, et surtout par thème, enfin vous voyez, qui vont commencer à incarner, qui sont des gens qui ont créé des entreprises. Notre secrétariat général, c'est un mélange de gens qui ont tous une expérience de vie à un moment, quelque chose de différent, qui leur ont fait penser, ok, on veut la révolution.
La révolution, il y a deux moyens de l'avoir en France. Soit par un mouvement comme les Gilets jaunes, qui avait 80% d'approbation quand même de la population, soit par le coup d'État institutionnel que propose la présidence de la République. Pas toutes les autres élections. Soit un coup d'État violent, vous en avez parlé dans un livre. J'ai proposé le coup d'État violent, mais votre candidature, c'est un coup d'État légal. C'est exactement ça. Cette candidature, vous voyez, ça a été fait par c'est fabriqué de façon autonome par des membres qui, à un moment donné, s'organisent par eux-mêmes. Parce que ça aussi, on voit beaucoup de gens arriver, c'est la logique républicaine actuelle, et ils arrivent comme des clients. C'est-à-dire, ils arrivent comme des personnes qui veulent qu'on leur offre un service. Et on leur dit, mais pas du tout. Non, il va falloir qu'on construise ensemble. Moi, je suis pas votre sauveur. On va construire ensemble cette force-là et on va voir où elle nous mène. Et puis, après, la question de l'incarnation. Est-ce que c'est moi? Peut-être que ça sera moi. Peut-être que vous parlez au futur président de la République. Mais, l'important, c'est qu'on essaime. L'important, c'est qu'on pollinise. Une question que beaucoup se posent après l'interview explosive de Juan Branco sur Sud Radio est la suivante. A-t-il réellement une chance de gagner la présidentielle de 2027? Dans cet extrait, on vient de voir qu'il parle de coup d'État légal, de rupture totale avec le système politique français et même d'une sortie de l'Union européenne. Des propos forts, radicaux, mais est-ce que ça peut vraiment rencontrer une majorité de Français? D'abord, il faut comprendre la stratégie de Juan Branco. Il se positionne volontairement en dehors du système. Il parle au nom de ceux qui estiment que la Ve République est verrouillée, que l'élite politique s'est déconnectée du peuple et que les institutions sont devenues un outil de reproduction des mêmes élites. Ça, c'est son premier point de force. Parce qu'en 2027, la colère anti-système sera probablement encore plus forte qu'aujourd'hui. Inflation, crise démocratique, violence sociale, fracturation du pays, les Français se tournent de plus en plus vers des figures de rupture. Mais maintenant, regardons les obstacles. Et ils sont nombreux. Le premier, c'est la notoriété. Juan Branco est médiatiquement connu, certes, mais il ne l'est pas politiquement à grande échelle. Et une présidentielle, c'est presque 48 millions d'électeurs inscrits. Pour percer, il faut une machine politique, un réseau d'élus, une base militante structurée, et aujourd'hui, il ne les a pas. Et construire tout ça en 2 ans, c'est extrêmement compliqué. Deuxième obstacle, son discours. La rupture totale avec le système peut séduire. Oui, mais elle effraie aussi. Parler de coup d'État légal, c'est un slogan puissant, mais qui reste flou. On fait comment exactement? Quels moyens constitutionnels on utilise? Quelles conséquences économiques? Comment on gère les institutions européennes, les marchés, les alliances internationales? Pour toucher une majorité, il faut du concret. Et pour l'instant, le projet reste conceptuel, théorique et presque académique. Troisième point, la sortie de l'Union européenne. C'est un sujet explosif en France et une partie de l'électorat y est favorable, mais la majorité reste prudente. Proposer un Frexit frontal peut mobiliser une base militante, mais ça limite fortement l'accès au second tour. Attention toutefois, dans un contexte de crise majeure, une figure radicale peut percer très vite et 2027 n'est pas une élection comme les autres. Macron ne sera plus là, les partis traditionnels sont affaiblis, le RN domine mais reste contesté et une partie des Français cherche une alternative nouvelle qui casse tout. Si Branco parvient à incarner une colère collective, à transformer sa radicalité intellectuelle en stratégie politique claire, il peut devenir un phénomène médiatique imprévisible. Alors, Juan Branco président en 2027, aujourd'hui, objectivement, les chances sont faibles. Mais l'impact de son discours, lui, est bien réel. Il pousse le débat politique vers des zones que personne n'osait toucher. L'illégitimité du système, le blocage institutionnel, la souveraineté nationale, la rupture démocratique, et rien que ça, en soi, peut influencer profondément la campagne à venir.